Quand Nous, on essaie de adapte, voir on les dénature. problèmes. Nous, on essaie de voir les problèmes qu'il peut y avoir dans les 3 étapes. Un problème de conserver, c'est quoi le problème? Bah, tu te mets pas au goût du jour, quoi. Enfin, tu te mets pas. Les enfants, toutes les générations sont différentes. Donc il faut quand même que. Faut pas que tu restes un peu obsolète, quoi. Il faut que tu avances. Alors, il y aura les 2 dangers, les 2 écarts. Le premier écart, c'est de ne pas s'adapter. C'est la deuxième étape. C'est de rester dans une conservation conservative qui n'est pas adaptée à la génération. Il y a des lettres comme ça où le rabbi il dit qu'on doit étudier la Torah de tous les rabbis, mais il faut savoir que chaque rabbi a eu une façon complètement différente d'aborder la Torah, d'aborder les priorités de la génération et d'aborder des comportements qui sont complètement en adéquation avec la génération. Des exemples, c'est par exemple le comportement que le rabbi il a eu avec les femmes. Dans le sens où, d'abord, il faut savoir qu'il y a des rabbins qui ne voyaient jamais les femmes, vous savez. À l'époque du Tzemar Tzedek, ils ne voyaient pas les femmes du tout. Il n'y a pas de rideau. Il n'y avait pas. C'était hyper rare, ou c'était dans des cas particuliers, mais sinon, il n'y avait pas. Enfin, c'était beaucoup moins, en tout cas, chez certains rabbins. Le rabbi, c'est open bar. Je crois qu'on l'a dit comment tu regardes Mister Israël, Mrs. Israël, je sais pas quoi, là. Dans le rabbi, il n'y avait pas de gvoul, quoi. C'était Et puis aussi, par rapport au Enyan de l'épanouissement de la femme, le mouvement libératoire de la femme, libérateur de la femme. Au début, c'était pas du tout accepté, que la femme allait travailler, la femme c'était la maison, etc. Et au début, le rabbi n'était pas super chaud. Hein. Et après, il y a eu un remaniement. Le rabbi a dit, bon, puisque c'est comme ça, donc ça veut dire qu'en haut, Dieu veut comme ça. Donc il faut absolument, maintenant que ça existe, s'adapter avec la situation. Donc il a dit qu'il fallait que la maman elle travaille qu'à mi-temps et pas à plein temps, pour ne pas faire de l'extérieur l'essentiel et de laisser choir à l'intérieur. Comme je vous avais rappelé cet article là qu'on avait vu, je crois qu'on l'a vu ensemble, avait beaucoup touché de la fille de Golda Meir, qui avait dit l'État d'Israël a une super Premier ministre, et moi j'ai pas eu de maman. J'aurais préféré que l'État d'Israël se trouve un autre Premier ministre et que moi j'ai ma maman, parce que un autre Premier ministre ça se trouvait, mais une autre maman ça se trouve pas. A d'ailleurs divorcé, etc. C'est-à-dire que ça devait pas être méchante dame, mais ça devait être une dame qui était tellement, t'imagines, Premier ministre au moment de la fondation de l'État d'Israël. Donc tu peux dire c'est louable, c'est Kol HaKavod, c'est sur son papier, au niveau de la biographie, c'est extra, mais au niveau de son rôle fondateur, de la transmission, etc. Donc, mettre des priorités. Mais le rabbi, il a remanié. Au début, vous voyez qu'il n'est pas d'accord, le rabbi, pour qu'il y ait tellement d'épanouissement extérieur de la femme, etc. Parce qu'il a peur, à mon avis, des rôles qui s'échangent, etc. Et après, il décide que non, les femmes doivent travailler, ça sera dans le chinour, de façon générale, elles peuvent travailler, mais à condition que ce soit d'une façon où la maison n'est jamais laissée pour compte. Et après, le rabbi, il va forcer les maris. Quand les femmes, elles font des pièces de théâtre, comme vous faites des choses comme ça, je ne sais pas si j'avais vu des vidéos de rabbi là-dessus, c'est extraordinaire. Il y avait des hommes qui étaient des shluchim, qui travaillaient, etc. Ils disaient au rabbi, on n'en peut plus, notre femme, elle est dehors, elle s'occupe que des pièces de théâtre et des trucs, on n'en peut plus. Comment le rabbi motive, il pousse, il dit au mari, quoi qu'il arrive, vous motivez votre femme et vous poussez votre femme et vous savez pas ce que ça va faire. Me dites pas ça, j'ai démissionné. Hein? Ne me dites pas ça, j'ai démissionné. Ah mais je voyais cette vidéo. C'est vrai, je sais plus. Vous voyez cette vidéo, c'est incroyable comment le rabbi corps et des femmes qui étaient hyper occupées. Hein. Le rabbi dit quoi qu'il arrive, parce qu'il sait les répercussions. Donc dans le Inyan de pourquoi conserver, je vous parle de ça, parce qu'il y a un danger à ce qu'on ne conserve pas aussi. Vous comprenez? Il y a un danger à conserver de façon trop inadaptée. Je ne vais pas dire puriste, mais vous voyez ce que je veux dire? Une conservation que, je sais pas, si tu ne parles pas un peu le langage des jeunes, il y a une série, le rabbi, il faut parler le langage des jeunes quand tu parles aux jeunes. Sans tomber évidemment, parce que c'est reproché, et c'est normal, dans de la vulgarité, ou dans des mots qui sont... ce que je veux dire, parce que quelque part, quand un enfant entend dire une vulgarité, même si c'est pour le choquer, ou pour lui montrer qu'on est proche, etc., ça va complètement discréditer le statut que tu as à ses yeux, même s'il le dit lui, alors tu me dis toi. Et puis des petits mots, MERD, trucs, je sais pas, des petits mots, quoi. C'est quoi cette conne truc? C'est pas grave. Pas du tout. Il est très très contre ça. Il dit on perd complètement la hiérarchie et le regard de l'enfant que, si tu veux qu'il t'écoute et qu'il ait de l'autorité, il faut qu'il te voit up, up, up. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et en même temps, il faut parler le langage de la jeunesse. Le rabbi dit clair, il faut s'adapter au langage. C'est la deuxième partie. Mais attention à la déviation, que pour s'adapter, on n'est pas conservateur. On ne conserve pas. On ne conserve pas la transmission.
sais pas, il y a une femme qui est suivie par, que je suis, qui est suivie, enfin un couple, une femme qui a une shlocha, qui est suivie par une femme que je dirais pas le nom, qui est coach, en même temps Chabad, etc., qui est connue et tout. Puis elle me dit, j'ai beaucoup de mal avec elle, elle est en train de me dévier plein de choses. Dans mes croyances profondes, alors elle est coach, elle aide au développement, etc., mais elle est en train de remettre en question plein de choses des directives du rabbi, sous prétexte que la génération a changé. Et elle me dit, je suis hyper gêné. Et elle est en train de remettre plein de... Comme c'est une femme froum, et qu'en plus elle aide, donc elle a une, tu vois, une écoute attentive, une écoute puissante, parce qu'elle lui amène beaucoup de bien, cette dame. Mais en même temps, elle est en train de déstabiliser, mais surtout de remettre en question la hamitut de la Torah, ou de, pas de la Torah, mais en tout cas de ce que le rabbi a donné comme directive, etc. Est-ce que vous comprenez? Donc, en même temps, il faut surtout rester conservateur. Il faut conserver, il ne faut pas modifier. Parce qu'on pourrait dire les temps ont changé, c'est plus la même époque. Je sais pas moi, je peux vous dire mille choses. C'est pas grave les collants aujourd'hui, ou c'est pas grave le cheder, ou c'est pas grave le, j'en sais rien moi, ou c'est pas grave aujourd'hui, je sais pas. Ma fille me parlait, qui est Khani, qui était Mora dans un séminaire à Jérusalem, de filles Chabad, mais un peu lightos quoi. Et à chaque fois que Rani, elle voit en vidéo hier soir, elle voit des gens qui parlent, ah, c'est la grand-mère de ma copine, c'est la grand-mère de la jeune, elle était madricha, ma fille. Je dis, tu vois comment ça? C'est pas imaginable. Pourtant, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une perte quelque part, il y a une perte forte. Et ça, il faut faire très attention, parce que notre puissance, c'est d'Afka de... Tiens, les gens, ils te disent, mais c'est fou, quoi, depuis 2448, depuis le don de la Torah, vous n'avez pas lâché, Shabbat, vous n'avez pas lâché. Tu vois, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui est d'une forme, surtout dans le judaïsme, tu vois, que tu pourrais dire c'est super pas adapté aujourd'hui. Le téléphone, le truc, enfin, je sais pas, il y a plein d'exemples, mais ça, il faut s'adapter à la... Il y a un côté de la Torah où, non, on ne s'adapte pas. Ça veut dire, la Torah, elle est intemporelle. Donc quand la Torah, elle te dit, tu dois faire Shabbat, tu demandes de gager, et à l'époque du Magan Avraham ou du Beth Yosef, du Shulchan Aruch, on te disait, tu bouges pas sur ça, tu bouges pas sur ça. Aujourd'hui, il n'y a aucune, comment on appelle ça? Pshara, aucune concession avec toutes ces lois. Pourtant, ça va, c'était en... Combien de fois vous allez entendre? Mais avant, c'était dur de faire du feu aujourd'hui. Quel feu on parle? À l'époque, c'était dur de ce que je veux dire, mais de se déplacer. Mais aujourd'hui, de quoi on parle? Et pourquoi ils ne voulaient pas porter dans la rue? Je sais pas, je parle de Shabbat, mais je parle dans tout. Il y a des choses qui paraissent plus du tout adaptées aujourd'hui. Et c'est le danger. Et rester conservateur, comprenez ce que je veux dire? Je sais pas, on parlait de ça justement aussi avec la famille cette semaine. À table Shabbat, je crois. Comment en fonction des pays, en Australie, ceux qui sont venus en Australie, par exemple, je parlais de Colombe, on parlait avec mes filles de Colombe, on disait qu'en Australie, il y a plein de filles qui se disent super froum. Elles n'ont pas été éduquées que le collant, ça fait partie de la... On est religieuse, mais c'était pas le collant. Alors que ici, ça a été... Est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a eu un côté, peut-être trop, beaucoup, mais après, il faut de la pédagogie, il faut de l'adaptation. C'est la deuxième étape. Mais en conservative, en tout cas, Rabat de France, ça a été puissant, quoi. Ce que Moulet l'a amené aujourd'hui, c'est l'Urtzaï de Moulet. Donc, c'est le moment d'en parler. Alors, Vasimov, il est arrivé avec... Alors oui, il a été dur, et il a dit pas ça, et comment ça a été fait, comment ça n'a pas été fait, lui, sa femme et tout. On va pas rentrer dans tout ça. Mais en tout cas, il rigolait pas, le monsieur. Quand ça, il rigolait pas, ça veut dire que... Est-ce que je veux dire? Il a gardé sa ligne. Pas de pchara, il a gardé sa ligne. On est là, on bouge pas, rien. Il a fait un cheder, le premier. Je sais pas, nous, c'est facile, on parle cheder et tout ça, mais à l'époque, c'était inconvenant de parler de fabriquer une école en... Comment on appelle ça? Hein? Que du collège. Oui, mais faire une école en... comment on appelle ça? Interdite en France. Ouais. Illégalité. Illégal, en illégalité totale. C'était illégal. Tu sortais de la légalité et tu prenais des gosses avec la responsabilité, assurance, vie, Parnassa. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gosses? Chut. Il faut être costaud. Et puis il faut être costaud pour... C'est ce que je veux dire. Il y avait le rabbi, c'est sûr. Le rabbi, il a appris, on ne lâche rien. Comment aussi? T'as compris? On lâche pas la barbe, on lâche pas la kippa. Je sais pas qui c'est qui me parlait ça il y a pas longtemps. Je crois que c'est Chaim Soudry. On parlait de ça quand on était là à Perpignan. Parce qu'on parlait de marcher dans la rue, parce qu'on s'est fait agresser un peu dans la rue et tout. Quand on marchait à Perpignan, on disait, moi quand j'étais à Paris, j'étais un des premiers à mettre le sertouk et tout ça.
Il fallait voir comment on était regardé par les gens, parce que là, on était bien regardé aussi. Parce qu'on était tous à Perpignan, là, pour Mordechai Pesner. On était d'un coup, je sais pas, il y a 80 chapeaux qui arrivent et ils n'ont jamais vu ça de leur vie, tu vois, des juifs par... Mais il a dit, nous, on était regardés comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait avoir du cran, quoi. Pour, tu vois, aujourd'hui, c'est facile de marcher dans la rue avec une kippa, c'est facile de marcher dans la rue avec un sertouk. Mais à l'époque, il fallait avoir un cran. Le rabbi, il a dit justement à Gilbert Habib, c'était un vieux comme ça, aujourd'hui. Il lui a dit, tu sais, le plaisir que j'ai, le rabbi, il a dit, vous savez, le plaisir que j'ai à savoir que vous marchez dans la rue avec un sertouk. C'est-à-dire, il faut aller voir. C'était vraiment être un pionnier, vous comprenez. Puis après, le rabbi dans le Chinour, il parle qu'il faut faire très, très attention. Nous, on est certain qu'un enfant apprécie beaucoup plus la concession, alors qu'en fait, c'est complètement faux. Quand on parle avec un enfant et qu'on est dans la concession du sujet avec un enfant, ben ça crée quoi chez l'enfant dans sa tête? Le doute. Ça nous discrédite aussi un peu, quoi. Ça Un balance. affaiblissement, exactement. Un affaiblissement de la valeur qu'il donne à ce message. Si je peux passer sur la chose, c'est que c'est pas si grave que ça. Si je peux passer sur un joint, c'est pas grave, sur un joint. C'est pas grave. Et sur un joint, on passerait pas. Sur la cigarette, on passerait pas. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire ou pas? T'as mon fils, il est arrivé à la maison cette semaine. Il me dit, papa, mon morin m'a dit que mon petit katane n'était plus cachère. Donc je le vois, effectivement, il y a des fils qui sont coupés qui font que le petit, il est plus cachère. Si tu bouges pas d'ici, je te la ramène. Tout de suite, je vais l'acheter. Il me dit, ça va, papa, je viens avec toi. Je lui dis, non, tu bouges plus, il est plus cachère, tu bouges plus. Il dit, mais toute la journée, je bouge avec. Je dis, je m'en fiche si j'avais su ça. Tu bouges plus d'ici. Il me dit, alors passe-moi l'ordinateur. Je dis, ok, tu joues un peu sur l'ordinateur le temps que j'arrive, je t'achète la télé, tu bouges pas. Et il n'a pas bougé. Il montrait. Il a parlé de Sarah Bichit jeudi soir quand il a fait Famagan ici. Il a parlé beaucoup d'éducation, beaucoup. Énormément. Et il a dit, dans l'éducation, nos enfants, on doit leur faire, et le rabbi il a expliqué comment, c'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui, mais le rabbi il a expliqué combien il fallait absolument éduquer les enfants dans les mitzvot beidour, c'est-à-dire dans les mitzvot, dans l'obéissement. T'achètes pas un loula fakacher à ton enfant, t'achètes pas un étrog truc. Prends au sérieux. Pourquoi? Parce que l'enfant, il va être marqué. C'est super fort. Tu vois, si papa et maman, ils voient qu'ils sont intransigeants sur ça, peut-être ça le saoule, le chatma assez. C'est-à-dire, au moment où tu lui dis c'est comme ça et c'est pas autrement, ça le gave. Il n'a pas envie. Il aimerait 1000 fois plus. Je parle beaucoup de ça avec mes élèves. Pour l'envie du moment. Parce qu'il y a toujours l'envie du moment et l'envie à long terme qui est la construction. Vous voyez ce que je veux dire? L'envie du moment, on a toujours envie de se lâcher. Donc, si tu dis à c'est pas grave, tu vois qu'il n'a pas fait les tchilats, c'est pas grave. Tu vois qu'il n'a pas fait le moitié, tu vois qu'il n'a pas birkat, c'est dessous, prends la tête. Et il voit que tu as vu. Et j'ai peur qu'après ça les écarte. C'est bon. Il y a l'adaptation. Mais c'est pas parce qu'il faut adapter qu'il ne faut pas conserver. Il y a la façon de faire aussi. Et c'est ce qu'on veut dire, c'est adapter ça. Adapter. C'est la pédagogie, ça. C'est pour ça que j'ai bien aimé ces trois mots, parce que ça me semblait bien en cohérence dans ce que je veux dire, dans le chemin de fer, quoi, dans les étapes, les process. Mais nous, des fois, parce qu'on veut adapter, on pense qu'il ne faut pas conserver. Est-ce que vous comprenez? Et nous, on ne se rend pas compte, ce qu'on a dit, mais en vérité, on galvaude. Vous connaissez ce mot? Galvauder? Vous connaissez ce mot? Passe au-dessus, non? Non. C'est-à-dire quoi, galvauder? Diminuer énormément la valeur de la chose. Est-ce que vous comprenez ou pas? On galvaude aux yeux des enfants l'importance que la chose a. Et nous, on croit qu'on fait bien, parce qu'on dit, on les allège un peu comme ça, au moins après, c'est pas trop lourd. Ils vont kiffer. Et on se plante. C'est une erreur de considération. Et c'est clair. Il ne faut pas leur demander moins, il faut savoir comment leur demander. Est-ce que vous comprenez? Et je parle même, là je pensais aux maths, au physique, à l'école. Tu peux pas leur demander moins. Tu peux pas leur dire, c'est pas grave si tu fais une STG, c'est pas grave si... Là il y a un gosse qui va se faire jeter des Chal Menachem, c'est pas grave s'il n'a pas son bac Mendel. Non, c'est grave s'il a son bac Mendel. C'est pas grave si tu le mets en STG ou si après il fait en troisième. Non, c'est grave. Ah, pourquoi c'est comme ça? Tu ne viendrais pas dans ta tête à te dire, tu vois, c'est pas grave s'il arrête ses études, non, c'est à 16 ans. Ah, non. Mais par contre, tu vas te demander comment faire pour adapter ta demande à la situation. Et le faire d'une façon, ce soit Bedar Kedouam ou Bedar Kesham, parce que le rabbi parle, il dit que ça dépend énormément du kiff de la femme. Ça dépend énormément de la femme. Le rabbi dit pourquoi Adam il a fauté. Très très belle sirka de Bereshit.
Il dit pourquoi Adam il a fauté? Parce que Dieu il a dit à Adam, il aurait dû dire à Chava. Ça le Rabbi dit. Et d'ailleurs c'est pour ça que Dieu il a réparé, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi qu'à Viachol. Au moment de Matan Torah, il a dit Kotomar le Bet Yaakov et Tagil Ibn Israël. C'est-à-dire qu'il a d'abord parlé aux femmes, après aux hommes. Pourquoi? Parce que quand il a parlé aux hommes, alors ça finit par une faute. Mais quand il parle aux femmes, ça tient. Parce que les femmes sont plus sérieuses. Il vaut mieux parler aux femmes. Ça le Rabbi dit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme il a besoin d'une femme. Et une femme, c'est Ezer Kenegdo. C'est une aide qui peut être contre lui, mais pour lui. Et le Rabbi dit une femme à la maison, ça va aider beaucoup. Donc le rôle de l'homme, c'est de donner de la ta'ava et du ta'anoug à sa femme dans Avodat Hashem. Parce qu'une femme, on lui impose rien. Une femme, on ne peut pas rentrer en mode forcing. Il faut lui apprendre à kiffer la Torah et les mitzvot. Il faut lui apprendre à avoir du plaisir. C'est incroyable, hein? Je vous montre. Hein? Une femme, on ne parle pas avec dureté, avec rigueur, c'est comme ça. Ça ne marche pas. Comment ça marche? Quand tu lui donnes goût, quand tu lui fais le kiff, quand ta Torah... Vous comprenez? J'ai beaucoup aimé un homme qui est devenu chassid, et j'ai beaucoup aimé cette phrase. C'est une femme qui a dit, je crois qu'elle a dit au Rabbi, je ne sais plus si c'était au Rabbi où elle a dit, je croyais que mon mari m'avait fait rentrer un rabbi à la maison, un nouveau rabbi à la maison, mais c'est en vérité le rabbi qui m'a fait rentrer un nouveau mari à la maison. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'en vérité, au début, elle a été submergée par plein de choses, puis elle s'est rendue compte qu'en vérité, c'était une embellie pour elle, parce que le rabbi avait rendu son mari à un autre homme. C'est comme ça que la femme, elle doit voir. C'est ce que je veux dire? Parce que c'est elle qui va quelque part transmettre, qui va, comment on appelle ça? Diffuser. C'est comme une infusion de thé. Tu sais, elle va infuser comment on vit la Torah. Effectivement, si on la vit comme une frustration, si on la vit comme une rasra, si on la vit... Mais évidemment que ça se vomit. Mais c'est pas la Torah qu'on vomit. C'est la façon de transmettre qui a fait qu'on vomit les choses. Mais c'est pas la chose elle-même. Parce que tu vois bien que quand elle est transmise différemment, mais elle peut être hyper épanouissante, agréable. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pas d'erreur. Ne pas croire que pour adapter, il faut partiellement ne pas conserver. Vous comprenez ce que je dis? C'est une erreur qu'on peut commettre. Pour que les petites elles tiennent, pour que le petit tienne, il faut que je fasse demande moins. Faux et archi faux. Quand tu vas demander moins, l'enfant il va voir ça comme quelque chose de beaucoup moins important. De beaucoup. Mon père, il rigole pas sur le shit. Mon père, il rigole pas sur la cigarette. Si mon père, il m'attrape avec une cigarette, par contre, mon père, il accepte. Qu'est-ce qui se construit dans la tête du gosse? En plus de ça, on dit qu'un enfant, il a besoin de repères solides pour sa sécurité intérieure. Vous savez ça? Ça paraît contradictoire, mais ça n'est pas du tout. Quand tu as des gens qui ne bougent pas, eh ben c'est des gens que quand toi, tu es instable, tu as envie de te rattacher à eux. Parce que c'est des gens solides. C'est pas des gens fragiles. C'est pas des gens qu'on déplace. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce qu'il faut, c'est justement, encore une fois, moi, vous connaissez l'expression, une main de fer dans un gant de velours, quoi. Cette solidité, elle est constructive. En même temps, cette solidité, elle doit être habillée par un gant de velours. Et c'est ça, je pense, adapté. Ce que vous dites. Donc, dans conserver, il y a mal conservé, et il n'y a pas... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a les deux côtés, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Réagissez. Dans l'histoire du Rabbi que vous avez raconté, dans l'exemple du Rabbi par rapport aux femmes, que du coup le Rabbi, lui, il a changé le fait que les femmes ne devaient pas travailler ou quoi. Ça, c'est une adaptation? Oui, mais c'est pas quelque chose qui contredit la Torah. Bien sûr que c'est une adaptation. Vous avez fait très bien de le soulever. Mais une adaptation qui doit contredire le Shulchan Aruch et une adaptation qui ne doit pas contredire le Shulchan Aruch. Le Rabbi, il a dit jamais, il a dit clairement, j'ai changé un yud du Shulchan Aruch. C'est-à-dire, sous aucune façon, on peut accepter la fin justifie les moyens, quoi. On passe sur un petit peu le Shulchan Aruch pour pouvoir après faire mieux. Non, ça n'existe pas, ça. C'est quelque chose qui n'est pas, en tout cas, qui n'est pas une shita, ça veut dire que ce n'est pas une vision, une politique ou une philosophie de la Torah. D'accord? La fin ne justifie pas les moyens. Maintenant, en même temps, quand il y a des modifications qui ne sont pas forcément des modifications qui sont interdites, je sais pas, laisser les gosses jouer à des jeux électroniques, ou pas, les ballons. Ils avaient interdit les ballons à l'époque au Cheder du 770. Le Rabbi, il a jeté des ballons dans les gosses, il a dit il faut qu'ils aient des ballons, il faut qu'ils jouent. C'est pas à cet âge-là qu'ils jouent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des adaptations. Mon fils, il me dit, je joue à la yeshiva depuis qu'il est entré à Bruno, il me dit, on a besoin de jouer au foot, quoi.
On a besoin de jouer, on a besoin de se dépenser. Allez, non, ben non, t'as une je sais pas, il y a des choses qui peuvent évoluer. Mais quand elles ne transgressent pas le Shulchan Aruch, il faut s'adapter. C'est l'adaptation. Dans la génération, je sais pas, il y a des générations où le plus important, c'était vraiment l'étude de la Torah. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas étudier la Torah. Rabbi parle de l'importance phénoménale d'étudier la Torah, parce que c'est elle qui nous connecte avec Dieu et qui crée, qui nous donne des forces pour devenir, comment on appelle ça, pour passer du fini à l'infini, pour s'attacher dans une dimension où on peut se connecter à un niveau hyper élevé avec Dieu. Et justement, rentrer dans le fini, etc., nous donner des forces de les sortir de nos limites. Mais en même temps, aujourd'hui, dans la génération, avant tout, c'est sauvetage des Juifs. Sauvetage des Juifs. Avant tout, c'est baptiserie. Avant, parce qu'une fois, il y avait un chassid qui s'appelait Tchia Matmid. Tchia Matmid, c'était un chassid qui étudiait environ entre 13 et 14 heures par jour, sans exagération. C'était un chassid du Rabbi Rayetz. Et même Rabbi Hillel Pesner, Zichrono Livracha, le père de Yosef Yitzhak, j'ai étudié avec lui pendant 2 ans. Et il nous a raconté qu'il a hébergé à la maison Tchia Matmid. Et je peux dire que Rabbi Hillel Pesner, il étudiait la Torah, c'était un crack en Torah. Et il nous disait, j'ai eu à la maison, j'ai caché à la maison, imaginez ce qu'ils ont vécu, j'ai caché à la maison Rabbi Tchia Matmid. Et ce qu'on dit sur lui, c'était vrai. Il a dit, j'ai jamais vu un homme étudier autant la Torah. Il est arrivé devant le rabbi précédent un jour, Rabbi Tchia Matmid, cet homme-là. Le rabbi précédent, il lui a dit, j'ai une nouvelle très dure à t'annoncer. Il va falloir que tu fermes tes livres et que tu ailles aider les autres juifs. Et Tchia Matmid, les larmes ont coulé sur son visage. Il dit, je ne peux pas m'enlever ça. Il dit, quoi, à ce point-là, je ne vais plus pouvoir étudier. Rabbi Rayetz a dit, tu ne pourras plus étudier. Et le Rabbi Rayetz s'est mis à pleurer avec Tchia Matmid. Imaginez ou pas? Il a dit, on est dans une génération où le feu, il consume toutes les maisons juives. Il faut l'éteindre le feu. Il y a sakana, mais on ne la voit pas. Mais bon, on la voit, sûrement. On la voit au travers de l'assimilation, on la voit au travers des jeunes qui lâchent, on la voit. C'est le feu, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier. Ça veut dire quelle est la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est d'aider les jeunes, c'est d'aider les adultes, c'est d'aider les gens. C'est le feu, quoi. On ne le voit pas, mais c'est le feu. Alors, par exemple, j'ai lu une histoire intéressante. Il y a une personne qui demande au rabbi, une jeune fille qui dit au rabbi, je vais faire l'armée en Israël. Et le rabbi lui répond, on n'éteint pas le feu avec du pétrole. C'est très bien que vous soyez motivé par vouloir aider le pays, mais aidez-le différemment. Et c'est pas en rentrant à l'armée pour une femme que vous allez aider le peuple à aller plus fort. Vous allez mettre du feu sur le pétrole. Du pétrole sur le feu. Chaud quand même. Et Davka, quand j'ai eu cette lettre 2 jours après, quelqu'un qui m'a parlé de son enfant qui était à l'armée en Israël comme une fille, et que depuis, c'est une fille Rabat. Et depuis, fille Khala.com. Et fille Khala. Marrant, et j'ai pas voulu lui dire à cette maman, parce qu'elle m'a appelé à prendre le Shambaït. Elle m'a appelé, elle m'a dit que sa fille était... J'ai pas voulu lui dire, il a du rabbi qui parle de ça, parce qu'elle n'a pas envie d'enfoncer, quoi. Mais c'est incroyable, quoi. Donc après, il y a des choses... Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il y a des choses qui nous paraissaient bien, quoi. Waouh, l'entrée à l'armée, waouh! C'est pas le drame. Ce qui se passe là-bas, il faut bien comprendre que, encore une fois, le rabbi dit que aujourd'hui, l'obscurité se fait passer pour de la lumière. On ne voit pas l'obscurité. C'est des fois que... Après tu te rends compte du ravage. Vous comprenez? Donc, vous avez compris ce que je dis? Le rabbi ne va pas dire une femme va mettre des pantalons parce qu'aujourd'hui, les femmes travaillent aussi. Le rabbi ne va pas dire une femme parce que de couvrir la tête parce qu'elle va travailler. Il reste un conservatif. Vous comprenez ce que je veux dire? La loi, c'est la loi, quoi. Hein? La loi, c'est la loi. Oui, mais en même temps, oui pour l'épanouissement, oui pour le travail, oui pour les pièces de théâtre, oui pour les péroulottes, oui pour... est-ce que je veux dire? Mais encore une fois, faut faire attention, parce qu'il y a des shlouchot aujourd'hui qui bougent tellement plus que leur mari, ou qui sont en tête du peloton dans le business, ou dans la shlichut, peu importe, hein. Mais elles négligent leurs enfants. Je parlais avec une maman qui s'est donné à cœur et âme dans son business. Elle m'a dit, il y a bien longtemps que j'aurais dû vous écouter, que dans les premières années de mes enfants, j'aurais dû mettre la priorité sur eux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus d'emprise sur eux. Et il y a tellement de choses que j'aurais voulu faire. Donc il ne faut pas se tromper, quoi. Parce qu'effectivement, il y a une volonté d'épanouissement personnel, et puis les femmes ont grandi comme les hommes, et on était à l'école ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Et on nous a formatés pour les mêmes objectifs, des objectifs de réussite, de performance sociale, de performance professionnelle. Et tout ça, c'est dur, après, c'est des frustrations. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut être épanoui, il faut être bien dans sa peau. Mais en même temps, il ne faut pas se faire avoir. Il faut bien placer ses priorités là où il faut. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. C'est une liane de dissocier le fait de conserver et le fait d'adapter. Bien sûr qu'il faut adapter. Moi je vois
Rien que quand quelqu'un il fait une sikha du rabbi sans l'adapter, quelqu'un qui fait une sikha du rabbi en l'adaptant. Mais l'adaptant, c'est pas la changer. Mais tu réfléchis à une histoire, tu réfléchis à la façon de poser la question, tu réfléchis à éveiller l'intérêt, à susciter l'intérêt de la personne. Tu réfléchis aux moyens d'amener la personne à se poser elle-même la question. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu passes d'un cours pénible et fatigant à un cours énergisant, actif et vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, tu as dit la même sikha. Tu as dit la même sikha. Tu as dit le même message. Mais c'est complètement différent. Donc l'adaptation, elle est fondamentale. Mais dans tout, même quand tu parles avec ton mari, quand tu parles avec ta femme, quand tu parles avec tes enfants, il faut penser à ça. Comment faire pour que le message il soit matime? Est-ce que vous comprenez ou pas? Comment faire pour que le message il parle? Là, je vais parler à un gosse, j'ai des problèmes, etc. Mais depuis hier, je me casse la tête à me demander comment je vais faire pour que mon message, il n'entende pas un message d'un mec de 50 balais, un rabbin, un relou, qui lui dit qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Il va me tes jeux, il ne même pas m'écouter. Je suis en train de réfléchir, je passe par une vidéo, je passe par un truc, je pose des questions, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Je me casse la tête sur l'adaptation, quoi. Quand le rabbi il dit, il me rappelle dans ma shpia qui disait, quand le rabbi dit qu'il faut consacrer une demi-heure par jour à l'éducation de ses enfants, c'est un mashpia qui disait ça. Le rabbi Rachab il a dit, il faut consacrer une demi-heure et que c'est aussi important que mettre des filines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super important de réfléchir. C'était quoi? C'était se casser la tête une demi-heure par jour à se demander comment on va réussir à rendre ludique l'éducation de nos enfants. Ludique. Vous connaissez ce mot? Un kiff, un jeu. Tout passe par un jeu. La vie, c'est un jeu. Sympa quand il dit la vie, c'est un jeu. C'est pas sympa, non? Allez, venons faire un jeu, madame. C'est sympa, non? Bah, demande-toi comment tu vas réussir à transmettre avec autant de sérieux, avec autant de valeur, au travers un jeu. Je sais pas, Rudy me parle que... Je me rappelle à une époque, le vendredi soir, il prenait des cartes, vous posez des questions. C'est ça, ça dit. Alors les enfants, je vous interroge sur la paracha. Oh, non, nous saouler encore. Allez, question. Parce que je veux dire, même moi, j'avais une partie de la classe qui était malade, une partie qui était présente, et c'est les plus durs à cuire qui étaient là. Et j'en avais 5, 7, 8, et en plus, c'est quand sur 7, 8 sur 25, ils ont tous envie d'étudier, tu vois. Et alors je leur ai dit, allez, tu sais quoi, on y va les gars, je leur ai sorti une pièce de 2 euros, ils ont 17 ans, pièce de 2 euros sur la table. Je vais en faire que de la halakha pendant 1 heure. T'imagines les tenir avec halakha pendant 1 heure? 1h15 même. Je leur ai dit, voilà ce que je vais faire. Je lis les halakhot. Et toutes les 7 minutes, je pose des questions. Celui qui a gagné le plus de points, il gagne cette pièce de 2 euros. On dit, ouais, 2 euros. Alors je fais un billet de 50 euros, j'ai voulu 50 euros. Et après, ils se sont chauffés sur 2 euros. Ils se sont chauffés sur 2 euros à la canette. Mais ils n'ont jamais autant étudié d'halakha de leur vie, les gosses. Je crois. Je te jure. Mais des halakhot sur le fait de faire... Vous allez comprendre ce que ça peut paraître rébarbatif. Kesher Shabbat. Faire des nœuds Shabbat. Qu'est-ce qui est permis ou qu'est-ce qui est interdit de faire comme nœud Shabbat? T'imagines comment ça peut devenir une punition? Mais là, la nœud de la cravate, le nœud des chaussures, il a mis son nœud, il a fait un double nœud, et l'autre il a pas ouvert la chaussure. Dans tous les cas, elle explique et tout. Allez-y, toi. À la fin, ils sont battus 2 ex-aequo et ils ont dit, bon, la vie, on prend ça, pièce de 2 euros, on prend une canette chacun. Ben, je peux vous dire que pendant 1h15, on a étudié. Pourquoi? Parce qu'il y a l'adaptation. Mais c'est pas parce que tu adaptes que tu vas pas conserver qu'un nœud de chaussure, un double nœud, tu fais pas. Ils ont appris qu'un double nœud, ne fait pas. Et ils l'ont appris de façon ludique. Ça change tout. Non, c'est pas d'accord? Bien sûr. Et nous, on pense que ça va être trop dur pour eux. Ils vont le prendre comme une rasera. Mais c'est toi qui le transmets comme une rasera. C'est toi qui t'es pas cassé la tête suffisamment pour adapter le message. C'est toi qui le fais pas en mode kiff. C'est toi le problème. Et ce qui est vrai pour les enfants dans la sikha de Bereshit, le rabbi dit c'est vrai pour la femme. Le mari, il la rend trop rasera l'histoire. Une femme, elle a besoin comme un enfant, même un adulte, même un homme, les hommes, on a besoin de ça. C'est faire un kiff. Mais le rabbi dit clair. Il dit une femme, elle a besoin qu'on lui présente la Torah et les mitzvot. Ach, beta'anug ou beta'ava. Elle a besoin de voir que la Torah, c'est un kiff. C'est ça que je dis à ma femme, à chaque fois, elle me dit, oh là, préparer Shabbat et tout. Je te promets que dès que j'ai suffisamment les moyens, c'est fini, c'est plus de la génération. Aujourd'hui, il faut avoir une cuisinière à domicile, il faut avoir une femme à domicile. Mais maintenant, ça n'enlève pas son rôle d'être responsable. Ce que je dis au couple, ça n'enlève pas votre rôle que la femme, elle est responsable, qu'il y a un super repas Shabbat, qu'il y ait une super salade. Mais il n'y a aucune obligation que la femme, elle coupe les pommes de terre, et qu'elle coupe les tomates, et qu'elle coupe les trucs, et qu'elle fasse le jus de citron. Elle n'est pas obligée de faire ça. Elle donne des ordres.
Qu'est-ce qu'il y a? Elle est responsable. Le mari, on n'est plus dans la génération où le mari doit retourner les manches et aller travailler la terre. Et aller se fatiguer. Rabbi dit, vous avec la tête aujourd'hui que ça travaille. Tu comprends ou pas? C'est tout. C'est des responsabilités, c'est pas les actions menées. Donc voilà. Donc ne nous trompons pas, et je pense que c'est super important, de croire que pour adapter, il faut ne pas conserver. Il faut juste passer une demi-heure par jour à se dire... Comment? Hein? Comment? Ah oui, comment je vais la faire kiffer? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet exemple. Quand j'avais fait une formation de Echad Shlomo, c'est la formation pour devenir Rav en Israël. Vous avez fait une formation pour les formateurs de Shalom Bayit, thérapeute en Shalom Bayit. Bon, la vérité, je n'ai pas appris grand-chose. Mais une petite chose, ça toujours en formation, tu apprends des choses. Et je me rappelle qu'il nous avait dit ce Rav, c'est un Sfarad, un cas qu'il avait eu d'un mari et d'un couple, donc, et d'une femme, qui au début du mariage étaient convaincus qu'ils étaient sur la même longueur d'onde au niveau pratique de la religion. Mais ils se sont rendus compte que la femme était bouillante et que le mari, ça le saoulait, ça le gavait la religion. Il le faisait vraiment, comme on dit, békoshi, ça veut dire avec grande difficulté. Et quand il a parlé avec chacun des... Vous vous rappelez de cette histoire? Et les deux, ils ont parlé de leur vie personnelle. Une fois qu'il a parlé avec la femme et qu'il est avec le mari, la femme dit, ouais, il ne se lève pas le matin, il ne va pas prier, c'est un truc. Ouais, la kippa qui met, on dirait un apron. Ouais, mais pas des titites en laine. Ouais, il n'est pas chaud, il n'étudie pas. C'est quoi l'exemple qu'il va donner à mes enfants? Ça me saoule et tout. Après, il a parlé au mari. Puis après qu'il a parlé au mari, il a reparlé à la femme. Il dit, comment vous avez découvert la religion? Vos parents n'êtes pas religieux. Elle dit, non, mes parents n'étaient pas religieux du tout. Mais j'avais un oncle qui était un sioniste, qui habitait, c'est israélien, qui habitait dans un yishuv. Et il était Bnei Akiva. Vous connaissez Bnei Akiva? Les kippotes srougotes, là, les grosses kippotes, ça youpla l'ambiance et tout. Il disait, je faisais pas, j'étais pas religieux, je faisais pas Shabbat, mes parents ils habitaient, je sais pas, dans un kibbutz ou à Tel Aviv, je sais pas où. Et mon oncle m'a invité à venir passer un Shabbat chez eux. Et j'ai vécu un rêve. J'ai vu les tables, les danses, tous ensemble, les rigolades, l'ambiance. Je ne voulais plus être nulle part que là-bas tous les Shabbatot. C'était dans les kibbutzim, Froum, un peu Bnei Akiva comme ça, c'est un kiff, mais alors. Et elle dit, j'ai découvert la religion comme ça et je me suis accroché à la religion comme ça. Elle dit, votre mari, madame? Il n'a pas eu droit à ce Shabbat. Son mari, il a grandi à Bnei Brak. Et il s'est fait tabasser par son père quand il ne se levait pas le matin. Et il se faisait insulter quand il ne mettait pas les titites. Et il se faisait... Il dit, madame, vous avez une chance incroyable que votre mari, il mette encore un apron sur la tête et un filet de pêche sur le corps. Parce qu'à sa place, je retouche giclé. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vis la Torah en mode Bnei Akiva, t'as qu'envie. Quand tous les Shabbats, quand tous les moments où on parle de Torah, c'est pour te mettre en avant, c'est pour te féliciter, c'est pour te donner du kiff, c'est pour te rassurer qu'il y a quelqu'un qui te protège, c'est pour te faire prendre conscience qu'il y a un roi qui est avec toi, qui t'accompagne, que t'es l'élu de Dieu. Mais qui t'a pas envie d'entendre ça? Mais quand t'as le mauvais rôle, sauf qui, je vais aller quelque part où je vais apprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous, on croit que non, il faut faire des pcharotes, des concessions, des transigeants. Non, quand on fait des concessions, c'est pas. On croit que ça va marcher avec les concessions. Tu te trompes. Tu te trompes, c'est pas des concessions qui vont aider tes enfants à la réussite. C'est l'adaptation, le côté ludique, etc. Donc voilà. Ashgacha pratit, je vous dis, pour réussir, il faut être des conservatifs, être conservé, adapté, et ensuite transmettre. Et donc la demi-heure, comment je vais faire pour que les gosses kiffent plus faire les brachot le matin? Comment je vais faire pour que... C'est ce casse ma tête. Comment je vais faire pour que mon fils kiffe plus cette fille? Comment je vais faire pour que ma femme, elle kiffe plus faire l'abdika des tolaïm dans le persil ou dans... Comment je vais faire pour que ma femme, ça soit un kiff là-dedans? C'est ce cassement de tête-là. Parce que la Torah, c'est vécu dans la joie. D'abord, parce que c'est un ordre. La Torah doit être vécue dans la joie. Et comme ça, on parlait de Sion la dernière fois. Je dis, qu'est-ce que ça fait, Sion, quand je te dis que la joie n'est pas une option dans la Vodat Hashem, mais que s'il n'y a pas de joie dans la Vodat Hashem, alors ta Vodat Hashem, elle vaut strictement rien. Plus que ça, elle est punie. Elle est punie. Le Rabbi Mamarim, clair. Elle me dit, ça m'amène à me dire
quand dans certaines situations où je dois choisir des priorités, ma priorité, ça sera de travailler ma simra avant de travailler d'autres choses. C'est bien ça, vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas, parce que s'il n'y a pas de simra, ça va être un rejet, quoi. Donc c'est sur ça qu'il faut mettre ses efforts. Pas mettre ses efforts sur le choix de qu'est-ce que je vais enlever et qu'est-ce que je vais garder pour que ça tienne. C'est pas comme ça. Là, tu es en train de fragiliser tout le bateau. Tu es en train de fragiliser toute la maison. Tu es en train de fragiliser la valeur que l'enfant il a de la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, donc, s'il transige, c'est quoi, transigeant? C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. S'il transige, bah, c'est que c'est pas si important que ça. S'il est intransigeant, mais intransigeant, ça ne veut pas dire rasra, ça ne veut pas dire punitif. C'est-à-dire que c'est important. Non, c'est sérieux, on rigole pas. Ok, allez, on va commencer, on a 10 minutes. Notamment que vous voulez parler de quelque chose d'autre avant. Ou de ça, dans ça, là, dites-moi. Si vous avez quelque chose à ce qu'on réfléchit ensemble. Je pense que c'est super, super important. De voir clair. Hein, de pas se planter, quoi. Parce que c'est une erreur de bonne volonté qu'on fait, vous voyez ce que je veux dire? On a plein de bonne volonté, on veut que ça passe. On veut que ça soit digéré. Encore une fois, la digestion, elle passe, on va voir tout de suite la gestion de nos émotions. La digestion, elle passe par l'émotion. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a ce qu'on appelle la tnaya, vous vous rappelez? Le conditionnement. Je vais me rappeler de la chose au travers la façon dont je l'ai vécue, émotionnellement. Elle s'est rappelée de Shabbat au travers ses Shabbatot avec son... Lui, il s'est rappelé de Shabbat au travers ses Shabbat de Bnei Brak. Ça veut dire que la mémoire, elle retient ce qu'elle a vécu et les messages et les enseignements au travers la chavaya, ça veut dire l'expérience de vie. Moi, un des points essentiels, c'est que j'ai envie que les élèves, mon but, c'est que les élèves, ils kiffent aller en cours de Kodesh. Que pour eux, c'est... Je sais pas, on a commencé à parler, j'ai vu des élèves qui sont durs, hein. Ils ne peuvent pas mettre les tefilines, ils sont pas en religieux, hein, mais des rejets forts, hein. Et ils mettent à peine les tefilines, je leur dis juste de mettre les tefilines, après les gens ne mettent pas, mais à la fin de la tefila et tout, tu vois. Et là, on a commencé à parler de sujets intéressants sur la Emouna, l'existence de Dieu. Ils ont commencé à remettre en question l'existence de Dieu. Ils ont commencé à remettre en question, tu vois, que la Torah, elle est vraie et tout. Mais c'était cet élève-là qui a un rejet important. On a commencé à parler de sujets comme ça, intéressants, et en mode débat. Il s'est levé de sa chaise, il est venu s'asseoir à côté de moi pour parler. Tout seul. T'es intéressé, tu vois, lui-même, c'est des questions qui se posent, ça l'intéresse, et il a envie de vivre cette chose. Mais à la fin du cours, tu sentais qu'il ne voulait pas que ça s'arrête le cours. Si un cours de Kodesh, tu comprends? Ouais, t'as appris Gemara, t'as appris Mishnah, t'as appris truc, mais à la fin, tu t'es fait renvoyer 3 fois, et tu t'es fait crier dessus. Il a beau avoir raison, le prof. Il a raison, le prof. Mais l'élève, il dit, mais ça me saoule, ta Torah, elle ne m'intéresse pas, moi je préfère aller m'amuser. Mais si tu me parles de choses que j'ai des questions importantes dessus. Est-ce que Dieu dirige tout? Est-ce que c'est moi qui dirige? Où c'est que j'ai de l'attitude? Dans quoi je peux changer les choses? Est-ce que, ah oui, donc une femme s'est décidée, alors moi, qu'est-ce que je suis? Et donc quoi, le monde, Dieu? C'est des vraies questions qui vont t'amener, tu vois. C'est des exemples, mais comment c'est vécu, quoi? Alors après, quand c'est de l'agitation, tu peux dire, je m'arrête, je m'arrête, stop. Moi, je vous respecte, vous me respectez, on s'arrête. Il faut qu'il y ait quand même une distance, un respect dans la classe, etc. Donc s'il n'y a pas ça, moi, je n'avance pas. Je peux rectifier tout doucement nos amis. Avec les enfants aussi, je peux dire stop, j'arrête. On n'accepte pas tout, c'est pas offshore, c'est pas tout libre, etc. Là, sa façon de parler, ça va pas, on rectifie. Mais on ne met pas de dagèche là-dessus, on met pas, c'est pas le point central là-dessus, tu comprends? Le point central, c'est que ça soit vécu. Ah, ouais, mais je sais pas, moi je kiffe pas la tefila. Alors commence par toi, mon coco. Qu'est-ce que je veux dire? Motive ton fils à la tefila. Ouais, mais je sais pas, même moi je suis pas super motivé. Alors commence par ouvrir tes livres. Commence par aller sur internet et demander c'est quoi le sens de la tefila. Five Let's Go, là. Hier, Sion, il lui a montré, vous savez, il y a une tefila qui s'appelle Yakum Pukan Mishmaya. Juste avant Moussaf de Shabbat, on récite un texte. Et Sion, Cohen, on essaye, parce qu'on en parle beaucoup, de traduire la tefila. Parce que sans traduire la tefila, c'est comme si tu faisais 3/4 d'heure d'allemand. Tu sais, tu récites 3/4 d'heure d'allemand. Parler à part pour en allemand, c'est une punition, d'accord? Il a montré le texte de Yakum Pukan en français. Il avait, si vous avez traduit, il a dit, mais c'est pas possible, c'est trop beau. Pourquoi ça fait 30 ans que je suis Chabad et que je lis ce texte et j'ai jamais rien pigé? Et là, j'ai qu'à envie de le relire, ce texte. Ah oui, ça n'a pas de sens. Tu comprends? Tu comprends pas. Comment tu peux être
motivé. Alors tu fais par Bitoul, super. Ok, la base c'est Bitoul, c'est la Emouna, d'accord. La base c'est la Emouna, c'est Bitoul, on l'a bien compris. Mais il ne faut pas t'arrêter là. Tu sais, tu fais, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, tu vas faire 30 ans, et bien à un moment où ça va te saouler, quoi. Et c'est pas dans ça que tu vas trouver ton épanouissement. Mais si tu vas traduire, c'est quoi tout ça, quoi, on lui demande tout ça, c'est magnifique. C'est un petit exemple, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est sur ça qu'il faut se prendre la tête, c'est sur ça cette demi-heure. À la base, les enfants, on leur dit c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est Kabbalatol, mais après... Okay, Non, mais comment vous faites quand par exemple, ma fille Chilène, elle veut, ça la saoule vraiment d'être en jupe. Mais quand je dis ça la saoule, elle me dit juste qu'à 18 ans, elle fera ce qu'elle a envie et que mes jupes, je pourrais les brûler. Alors, très bien. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je pose la question. Pour qu'elle aime. Franchement, rien. Si, franchement, déjà j'essaye de lui dire, vas-y, dis-moi ce que tu aimerais. Je vais avec elle acheter les affaires qu'elle aimerait, lui payer ça, le truc ça, voilà, et tout. Enfin, j'essaye de lui faire aimer les jupes, voilà. Magnifique. D'être à la Ça, mode c'est tout en étant voilà, dans le truc. Mais après, qu'est-ce que... Enfin, voilà, on lui dit l'importance que c'est de couvrir. Ouais. Pourquoi une femme met des jupes? Pourquoi c'est si important ça? Pourquoi c'est tellement important pour Hachem qu'on peut mettre des pantalons? Pourquoi ça se préserver, quoi, pour se... Je préserve tellement que ça. Non, mais moi j'ai un problème avec elle. Peut-être que j'ai pas les bons mots avec elle, mais le problème c'est que moi j'ai pas tout le temps été en jupe. Donc elle me reproche que moi, mes parents ils m'ont laissé faire ce que je veux et que nous on la laisse pas faire ce qu'elle a envie elle. Donc c'est un gros problème, je sais pas quoi lui dire. Elle me dit mais toi ton père il t'a jamais imposé, c'est toi toute seule que t'as décidé de te mettre en jupe et c'est toi qui es le truc et je comprends pas. C'est un bon argument ou pas? Bah franchement si moi j'étais elle à son âge j'aurais dit pareil. Très bien, donc c'est un bon argument. Exactement pareil. Donc il faut commencer par lui dire c'est un bon argument. C'est un bon argument. Et donc c'est bien alors tu fais les bonnes choses. C'est un bon argument, moi aussi peut-être à ton âge j'aurais pensé comme ça. Maintenant, à vous de vous casser la tête et d'aller chercher. Quoi répondre? Mais des réponses, quoi lui faire répondre à elle? Moi, j'en ai 36 des réponses à ce qu'on me dit. J'en ai pas une, j'en ai 36. Donc, je réfléchis. Je pose la question. Tiens, mon fils, il me dit ça demain, comme ça, je lui réponds. Moi aussi, ils ont trouvé des photos de moi sans kippa, les cheveux longs, avec une salopette mariée de François Gerbeau. Mais peut-être quoi lui répondre? Il faut réfléchir. Et c'est pas seulement lui répondre pour lui couler le bec, c'est réfléchir avec lui. L'amener à ce que cette réponse, elle lui parle. Puis aller sur Internet, ou aller ouvrir des livres, ou aller parler à des gens, ou à des femmes qui sont des mashpliades. Pourquoi c'est si important là-dessus? Qu'est-ce que vous faites? C'est pas un attaque, parce que c'est vrai que d'aller chercher des jupes qui sont jolies, etc., vous lui montrez qu'elle peut être belle avec ces jupes. Oui. Mais est-ce que le fond, Pnimi, pas juste, c'est important la belle jupe. Mais l'attachement. Qu'il y a des femmes qui accrochaient leurs jupes avec des épingles à nourrice sur leurs jambes pour ne pas qu'on lui enlève quand les Cosaques venaient les traîner par terre. À cheval comme ça. C'est le cas, ça. Pourquoi il y a des femmes qui ont fait un Messirut Nefesh tellement puissant? Comment elles ont fait abstraction de elles? Pourquoi? Comment ça marche? D'abord, quelle valeur elle a des mitzvot? Quelle conscience et quelle croyance elle a que pour Dieu ça a de la valeur? Combien elle pense que le créateur de l'univers, il a créé l'univers pour ça et qu'il est tellement touché par un seul itkafia, faire quelque chose pour Hachem. Comment tu veux faire quelque chose pour quelqu'un de sacrifier? Elle n'a pas le sens du sacrifice, elle n'a pas la valeur du sacrifice. Elle ne sait pas, elle, que ce sacrifice compte tellement pour Hachem. Quand tu aimes quelqu'un, et on a parlé de ça, quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de lui donner, tu as envie de te sacrifier. Comment tu pourrais apprendre à aimer Dieu? Comment tu pourrais... Aujourd'hui, c'est des défis énormes. Comprenez ce que je veux dire? Des lettres entières et des sirotes entières du Rabbi. Sur comment arriver à se convaincre que Dieu nous aime. Combien arriver à se convaincre que Dieu nous aime envers et contre tout, comme plus que qui que ce soit t'aime. Comment arriver à te convaincre que tu lui dois tout à Hachem? Qu'il y a quelqu'un qui te donne la vie à chaque instant. Comme il dit souvent, Rabbi Shidi répète. Il dit, vous savez pourquoi avant de faire Shema Israël, avant de dire Ve'afta et Hachem Echad, on dit Shema Israël?
C'est Dieu qui te demande d'être fou de lui. Tu seras fou de moi. Tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Tu m'aimeras comme un malade. Mais avant ça, il faut dire Shema Israël. C'est quoi Shema Israël? Shem Elokeinu Hashem Echad. C'est quoi Shem Elokeinu? C'est que je te dois tout, Hachem. Si je respire, c'est toi. Si j'écoute, c'est toi. Il dit comme ça, il dit, oubliez, tu as un bienfaiteur qui t'a donné 10 000 euros ce mois-ci. Un bienfaiteur qui t'a donné 100 000 euros. Quelqu'un qui a sauvé ton père, bonne santé. Quelqu'un qui... Combien t'es reconnaissant envers lui? Hein? Il a sauvé ton enfant d'un accident, combien t'es reconnaissant envers lui? Voilà, il t'a donné ton enfant. Mais pour l'aimer, il faut savoir ce qu'il fait pour toi. Et quand c'est un bienfaiteur, plus il fait du bien pour toi. En ce moment, j'ai en train de penser, tu vois, je te dois tout, Hachem. Les enfants, les gens qui n'ont pas d'enfants, les yeux, je te dois tout, Hachem. Qu'est-ce que je t'aime? Normalement, quelqu'un, là, il m'a fait un cadeau. Ah, bah, tu sais, quand tu fais un cadeau, quelqu'un me dit, c'est bizarre, quand tu fais un cadeau à quelqu'un, d'un coup, il t'aime plus. Ah oui, parce que tu sens qu'il veut ton bien. Et quand tu sens que Dieu est ton bienfaiteur, et qu'il veut ton bien, tu as envie de te sacrifier pour lui. Tu as envie de lui donner. Après, comme le Seigneur dit, tu t'en fous de ce que tu lui donnes. Si lui, ce qu'il aime, c'est les jupes. Là, je parle global, sans parler des jupes. Si c'est son kiff à lui. Des fois, tu vois bien que toi, tu me demandes des trucs, moi, je comprends pas ton kiff. Mais en vérité, je dis, non, moi, je te donne que mon kiff. Moi, j'aime coller gâteau au chocolat. Bon, mais toi, t'aimes les gâteaux aux fraises. Ah, je te fais un kiff, je te fais des gâteaux au chocolat. Tu m'aimes pas. Sinon, ce que Dieu, il kiffe, c'est les jupes. Pour l'instant, je reste global. Je parle même pas de la tsniout. Je parle des commandements de Dieu. Ça touche Hachem, c'est pourquoi? Parce que Dieu, il s'en fout en tête de la jupe. Mais il dit quoi? Je lui ai demandé quelque chose qui est dur pour elle, me le donne. Qu'est-ce que ça me touche? Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Reach nechoach l'Hachem. Une odeur agréable pour Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire kiffer Dieu? C'est quoi les sacrifices là? Pourquoi cette histoire de sacrifice qu'on fait brûler des animaux sur un truc? Tu peux m'expliquer ma vie? Tu crois que Dieu, il aime quoi les barbecues à l'èche? Tu crois que Dieu, le créateur de l'univers, est celui qui gère chaque individu dans les moindres détails de sa vie? Ce qu'il aime, c'est l'odeur d'un barbecue. On n'a pas une religion aussi débile que ça. C'est quoi le message du sacrifice? Ben, quand tu aimes quelqu'un et que tu te sacrifies pour lui, t'as vu le bien que ça te fait et t'as vu le bien que ça lui fait. Mon papa, quand il sacrifie pour moi, parce qu'ils avaient envie d'acheter quelque chose, ou je sais pas quoi, il m'a fait un cadeau, ou il m'a amené quelque... Oui, c'était un sacrifice. Ou quand il devait aller à la choule et qu'il m'a vu fatigué, qu'il me dit, maintenant je fais le sacrifice de ma tuila et je viens avec toi, je t'aide. Comment tu montres à quelqu'un que tu l'aimes? Si ce n'est qu'au travers le fait que tu es prêt à sacrifier pour lui. Tu n'as pas envie de montrer à Dieu que tu l'aimes avec tout ce qu'il fait pour toi. Peut-être que tu n'es pas conscient de ce qu'il fait pour toi. Peut-être que tu crois qu'il t'aime pas. Mais en vérité, tout ce qu'il fait, en vérité, c'est que pour ton bien. Et même quand tu crois que toi, tu lui donnes, en vérité, c'est une façon pour lui de te donner. Rappelez l'histoire du iPad, là. Quand il y a un papa qui a dit à son enfant, mon fils, demain, c'est mon anniversaire. Mon fils, demain, c'est mon anniversaire. J'aimerais bien que tu ailles m'acheter des AirPods. Et il lui donne 120 euros. Et il lui dit, tiens, prends les 120 euros de m'acheter des AirPods. Le lendemain, le fils, il va à paix, va acheter des AirPods. Et il prend les AirPods et son papa, ah, yom yom, oledet, papa. Et il lui donne. Papa, il est content ou pas? Il a fait ce qu'il lui a demandé, quoi. Bah, quand même. Il aurait pu les garder pour lui, il aurait pu les perdre, il aurait pu les utiliser pour lui, il aurait pu dire, j'ai pas eu le temps d'aller les acheter. Deuxième cas de figure, le papa, il parle, petit-déj le matin, tout le monde est à table et tout, vite fait. Il dit à sa femme, oh purée, j'ai perdu mes AirPods. Oh là, je galère sans mes AirPods et tout. Et il n'a pas dit que c'était son anniversaire, il n'a pas dit tout. Et la mère, elle parle avec son fils, elle dit, il faut que j'achète des AirPods à papa et tout, il faut faire plaisir pour son anniversaire. C'est que c'est demain son anniversaire. Il n'a rien demandé, le papa, tu vois. Et dans la nuit, le papa, il rentre dans la chambre du petit quand il dort. Et il lui glisse 120 euros dans le porte-monnaie. Et le lendemain matin, le gosse, il va chez AirPod, chez Apple, et il va acheter avec les 120 euros de son père. Mais c'est pas que c'est toi, parce qu'il y a de billets. Lui, il croit que c'est avec son argent. Et alors, le lendemain, il vient, yom yom, au lait, comment ça touche papa? Comment ça touche papa? Mais papa, il sait que les 120 euros, ils sont à lui. Ouais. C'est ce que le rabbi l'explique. Tout ce que tu as, c'est à Dieu. Tout. Mais en vérité, Dieu, il te donne pour que tu puisses lui donner à quelque chose d'Hachem. Est-ce que vous comprenez? Mais tout ça, ça s'explique. Tout ça, il faut qu'un enfant il puisse répondre, il puisse réfléchir, puisse se dire, ah bon, je suis là pour ça, et il me donne un mérite énorme en vérité, Hachem, de faire quelque chose pour lui, ça devient éternel, et ça, c'est un srar pour l'éternité, il y a un Olam Haba derrière, et ce monde-là, c'est qu'un petit voyage, et derrière, il y a un énorme truc, et en vérité, tu as été élu, parce qu'elle, elle croit quoi? Qu'elle était punie, tu comprends? Quand elle voit ses copines, elle est punie. Mais enlève de sa tête qu'elle est punie, elle est bénie.
C'est une élite. Ça se paye une élite. Ça se donne. Mais il faut que tu le veuilles. Il faut que ça vienne d'elle. Qu'est-ce que tu fais pour que ça vienne d'elle? Je vous attaque pas, les hommes, tu vois. Qu'est-ce que tu fais pour que ça vienne d'elle? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça vienne d'elle? Qu'est-ce qu'elle... Parce qu'un sacrifice subi, c'est une torture. Un sacrifice choisi, c'est le plaisir le plus ultra. Oui ou non? Vous allez voir votre mari. Vas-y. Mercredi prochain, c'est mon anniversaire, t'as pas oublié? Mercredi prochain. Hein? J'espère que tu vas me faire un cadeau. J'espère que tu m'as prévu une grande soirée. Hein? J'espère que... Hein? Rudy? Le lendemain, allô Rudy? Rudy? N'oublie pas. J'ai moins 6. Quelle merge. Tu sais? Rudy? Tiens, bah c'est bizarre parce que j'ai eu tes parents, ils m'ont rien dit. Ils m'ont pas parlé d'un truc. Alors? Tu n'as pas demandé ce que j'aimais, Rudy? Tu sais? Et j'espère que tu n'as pas... Elle a encore dit rien, sacrifice, rien du tout. Et quand le sacrifice il est choisi, c'est extraordinaire. Mais elle a aucune conscience de la valeur de ce qu'elle fait. C'est normal. C'est comme Faivel qui disait Yukum Pukani Shvaya. Ça n'a aucun sens de mettre une jupe pour elle. C'est qu'une charge. Ça la rend moins belle. Ça la rend moins dans le coup. Pourquoi voulez-vous? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Pourquoi tu veux qu'elle mette une jupe, la fille? Il n'y a pas de sens. Batel, fais ce qu'on te dit, Dieu il a demandé. Le rabbi dit, dans une lettre, personne ne tient longtemps avec que du Kabbalatol. Personne ne tient longtemps que avec de la soumission. Soumission, c'est les fondations, mais il faut tout de suite construire là-dessus. Est-ce que vous comprenez ou pas? Et tous les gens que Keilou ils tiennent qu'avec du Kabbalatol, t'entends par derrière, c'est la kata, c'est la java. En cachette. Vous comprenez? Bien sûr qu'il faut fonder la relation avec Dieu sur le Kabbalatol. Oui! Et sur la soumission, ça veut dire, tu vois, il faut mettre des jupes, Qu'est-ce que vous lui avez donné à votre fille pour qu'elle ait envie de mettre des jupes? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous faites pour elle? Vous, quand je veux dire, et c'est pas une attaque, hein, c'est une réflexion, quoi. Je me poserai la même question. Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon fils il mette celui-là? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ma femme elle aime Shabbat? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ma femme elle aime Shabbat? Quel conditionnement j'ai mis en place pour que mon fils il aime la tefila? Comment je peux faire pour qu'ils aiment aller aux femmes moyennes? Comment je peux faire pour qu'ils aiment venir à la choule? Comment je peux faire pour qu'ils donnent du sens à ce qu'ils font? Mais pas une fila Shabbat matin ici que je commence, même avec mes élèves. Combien de fois à la fila, je leur dis stop! Vous parlez à Dieu. Vous êtes conscient que vous avez un privilège extraordinaire? Qui vous écoute vraiment? Qu'il est vraiment là? Vous voulez rajouter le mot vraiment là-dessus là? Ça les interpelle et ça les fait réfléchir. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais du sens. Il n'y a aucun sens pour votre fille de mettre des jupes aujourd'hui. Encore plus que toi tu ne le mettais pas quand tu étais jeune et tu as choisi. Au contraire, c'est encore plus beau ma fille. C'est comme si moi j'avais grandi dans la non-connaissance, je n'ai pas fait d'études. Et combien de parents aujourd'hui n'ont pas fait d'études, mais ils ne veulent pas que les enfants ils reproduisent leur galère, ils veulent qu'ils commencent plus haut. Tout le but des parents c'est quoi? C'est que les enfants ils commencent plus haut que les parents. Que là où je me suis arrêté, toi tu commences. Moi j'ai déjà fait ce travail. C'est comme si moi j'avais grandi dans la boue. Moi, comprenez ce que je veux dire? Moi j'avais grandi dans l'erreur. Puis je suis sorti de l'erreur, j'ai vu la vérité. Et moi j'ai envie que tu commences à la vérité. Alors oui, tu peux faire l'expérience du mensonge. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, ce qu'on a à t'offrir, comme on t'offre de l'argent, comme on t'offre des habits, comme on t'offre je sais pas quoi, et ben moi je t'offre ce émette. Et que pourquoi je vais commencer? Pourquoi je voudrais que tu commences? Je sais pas moi quand j'étais jeune, j'ai fumé, je me suis drogué, j'en sais rien. Ou d'un parent qui a fait des bêtises ou je sais pas quoi, qui était dans l'erreur. Demain, tu as une fille, ma fille. Et toi, David, tu l'as commencé dans l'erreur. Et que tu as découvert la vérité. Est-ce que tu aimerais que ta fille, elle commence par l'erreur ou tu aimerais que ta fille, elle commence là et puis qu'elle aille beaucoup plus loin? Une fois, il y a le Tzemar Tzedek. Il est petit. Admor Zakan lui a dit, je vais te faire une bracha. Oh, il est plus que l'heure. Je vais te faire une bénédiction. Que tu vas avoir de la Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. Et que c'est répondu de Tzemar Tzedek. Il a dit, non, je veux pas, je veux que ce soit par mes propres forces. J'ai pas envie d'avoir le cadeau. Et quand il a grandi, Tzemar Tzedek, ce qu'il a dit, quand il était presque vieux, il dit que ce que j'ai été bête de ne pas accepter la bracha du Admor Zakan, parce que j'aurais pu accepter tout ce qu'il m'a donné et commencer là où il a fini. Est-ce que vous comprenez? Et faire mon travail. J'aurais dû accepter, quoi. Non, tu veux te faire une bracha? Non, j'ai pas de bracha, je veux le faire tout seul. On t'offre sur un plateau d'argent du Hémet. On t'offre sur un plateau d'argent une puissance extraordinaire. Profites-en pour faire plus, ma fille. Oui, je veux pas que tu recommences à zéro.
Est-ce que tu as compris ou pas? Tous les matins, j'ai pas envie de me le relever et réapprendre tout à zéro. Sinon, il faut que je réapprenne à m'asseoir sur une chaise. Tu comprends? Moi, qu'est-ce qu'on fait, nous? Il a fait Koach Ben Mikoach Haav. On fait tout pour réessayer que vous commenciez là où on s'est arrêté. Mais pas pour que vous le preniez à zéro. Parce qu'on était dans le mensonge, on a commencé à la vérité. Bien sûr qu'on veut vous transmettre la vérité. Je sais pas, t'as une fille, on connaît tous une personne en commun, et c'est une menteuse, une tricheuse. Mais une menteuse, une tricheuse, au début, elle s'affiche comme quelqu'un de vrai. Et je te dis, tu sais qu'elle n'est pas vraie, cette femme. Tu me dis, non, toi t'as choisi, que ce soit pas ta copine, laisse-moi choisir. Tu vas te casser les dents, ma vie. Tu vas perdre de l'argent, tu vas te sentir trahi, tu vas te sentir abusé. Laisse-moi commencer à me porter sur tes épaules pour qu'après tu fasses ton chemin. Bon, après, si tu veux tomber et puis trouver toi-même, faire ton expérience, tu vas le faire, mais de toute façon, je ne pourrais pas à 18 ans. Mais ça lui donne du sens, ce que tu es en train de dire là. Ça donne du sens. Elle est en train de comprendre. Comprenez ce que je veux dire? Combien il y a de parents aujourd'hui, c'est l'exemple fétiche, ça, que les parents ils se sont battus pour que les enfants ils fassent des études alors que les parents ils ont fait 0 études. Et quand les enfants disent ouais, sois tranquille, tu n'as pas fait d'études. Mais c'est pas vrai, je me suis crevé ma vie et qu'aujourd'hui je suis un chamal, je suis un chameau, je suis un employé. Je suis comment pour faire des choses que j'aime pas. Qu'est-ce que je regrette, cardiologue? Est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je regrette d'avoir fait d'études? Ma fille fait des études. C'est quoi? Non, laisse-moi faire mon expérience. D'accord, mais. Et comprenez ce que je veux dire? Combien il y a de parents aujourd'hui qui se sont tapés pour que leurs enfants ils puissent avoir une qualité meilleure de vie? Ils puissent se lever tous les matins pour aller faire quelque chose qu'ils aiment et pas lever des téléphones toute la journée. Enfin, je sais pas. Comprenez ce que je veux dire? Quelque chose qui t'épanouit. Donc, moi, j'ai découvert la vérité. Évidemment que le jour où j'ai découvert la vérité, je n'ai pas laissé mes enfants dans le mensonge. J'ai découvert le numéro du loto, je ne vais pas donner à manger à mes enfants, je ne vais pas donner à profiter de cette richesse. Mais si vous ne la vivez pas comme une richesse vous-même, mais comme une frustration, évidemment, et puis si on n'a pas réfléchi à tout ça, oui, votre fille, pour elle, la jupe, ça n'a aucun sens positif, aucune valeur ajoutée. Ça ne crée aucun plaisir à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est que une race. Donc oui, quand la cavode d'aller acheter des beaux vêtements avec elle, c'est super important, mais vous avez fait 10% du taf. Mais, encore une fois, je ne prenais pas du tout comme une attaque. Hein. Moi, je le vis aussi avec la tefila, c'est des remises en question permanentes, vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'on se demande. Alors arrête de croire que c'est par le fait de ne pas conserver que tu vas plus y arriver. Bon, allez, je vais la laisser une fois par semaine des pantalons. Non, tu vas. Ah, donc si tu vas même laisser des pantalons une fois par semaine, c'est que tu vas. Bon, tu peux mettre des pantalons à la maison, mais pas dehors. C'est que du mytho. Les parents qui se cachent pour faire des avérotes. C'est que du m'as-tu vu, c'est que pour l'apparence extérieure. Hein. Ils disent dehors qu'il ne faut pas dire des gros mots, qu'il faut être poli, mais à la maison, ils s'insultent, papa et maman. Boulot. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Non, c'est pas en permettant qu'à la maison mettre des pantalons qu'à la fin elles vont dire bon ça va, c'est plus léger, c'est plus facile de mettre des jupes. Parce qu'un jour elles vont attendre que tu sortes pour sortir un pantalon. Ouais, école grave. Je sais pas, fait d'avérote. Dieu il s'en fout. Je comprends l'histoire. Les mecs, ça se comprend. Non? Je préfère être une fille en pantalon qui se respecte, une fille en jupe, qui vit à chenara, qui t'insulte. Ça se tient. Non mais moi c'est surtout ce que je voudrais pas en arriver là. Qu'elle se cache pour mettre des pantalons. C'est pour ça que je vous dis. Ça me... Mais ça va arriver. Ça m'esquinterait. Ça va arriver. Mais donc à nous de faire le travail. Vous comprenez? Et ça prend du temps. Mais c'est aussi important que faire les courses, que faire à manger, que gagner de l'argent. Est-ce que vous voyez? Même plus important. Parce que si demain vous faites les courses, vous avez à manger, mais vous voyez votre fille partir en... Marie toilette. Pourquoi je me suis cassé la tête tout ça pour arriver à ce que ma fille parte? Après, il faut surtout penser bien sur nos enfants. Trado de Benzan coûte leur habiter. C'est-à-dire les projeter que comme des tzadikim. Vraiment, pensez bien. Ils vont revenir. C'est une étape, c'est l'adolescent. Voilà. Et deuxièmement, priez beaucoup pour être sûr que ça va bien se passer et demander l'aide de Dieu. À la semaine prochaine, on fera le chapitre que je voulais faire.